il était obligé, il est membre de Forsam, il était obligé d'accepter notre invitation. Et merci à vous tous d'avoir aussi d'être présents à cette visioconférence. C'est vrai que on est dans un moment particulier, hein, puisque habituellement notre association organise des conférences voilà, en présentiel dans les salles. Mais comme toutes les autres associations, on est contraint et bon, voilà, on va dire plutôt que c'est plutôt, ça marche plutôt bien, puisque depuis la rentrée, c'est notre quatrième visioconférence. Voilà. Alors, je dirais juste un petit mot sur Forsam pour ceux qui ne connaissent pas l'association. Alors, c'est le Forum de solidarité euro-méditerranéenne. Cette association a été fondée en 2011 suite à ce qu'on appelle les révolutions en Afrique du Nord, certains appellent les révolutions arabes, du printemps arabe, avec un certain nombre de militants associatifs, de chercheurs, d'universitaires. Et nous avons décidé de mettre en place cette association pour organiser des échanges culturels, pour organiser des conférences, pour faire connaître les sociétés des deux rives de la Méditerranée et pour montrer aussi qu'on partage beaucoup plus de choses que ce qu'un certain nombre de politiciens, même des fois d'universitaires disent. Hein. Ça reste quand même la Méditerranée un espace qui est un espace de civilisation où les sociétés des deux rives ont participé à des degrés différents dans l'histoire. Voilà. Et à Forsam aussi, on a repris un peu la fameuse phrase de Hakoun, voilà, que il faut plutôt parler de choc des ignorances des deux côtés, et c'est ce qu'on essaye. On essaye de limiter cette ignorance-là qui existe des deux côtés de la Méditerranée, bien sûr avec les moyens dont on dispose. Mais bon, c'est une association qui existe maintenant depuis 2011 et depuis 2011, on a un programme sur une année avec à peu près le même rythme, hein, une conférence, voire deux conférences par mois, toujours sur des thèmes différents, mais ça touche quand même tous les pays, les sociétés qui vivent dans... Bon, c'est vrai que c'est essentiellement sur la rive sud de la Méditerranée, hein, mais ça arrive aussi qu'on organise aussi des regards croisés des chercheurs, des universitaires sur ce qui se passe dans cette zone géographique. Alors, comme je disais tout à l'heure, Atayoub, il est membre fondateur hein, de Forsam, et dès le départ. Et il a donné plusieurs conférences, d'ailleurs pour Forsam, sur la situation dans le Sahel, quand il y avait l'intervention de l'armée française en Libye, quand il y avait la crise en Mali, quand il y avait la crise en Libye aussi, il nous a donné une conférence pour qu'on comprenne ce qui se passe. Il est le référent pour nous au sein de Forsam, il est notre référent sur cette région-là. Et c'est vrai qu'aussi on a la chance aussi hein, d'avoir aussi Moussa Harim qui est lui d'origine libyenne, qui devait intervenir aujourd'hui, mais malheureusement pour des raisons de santé, il ne pourra pas. Bon, j'espère que on organisera ça une autre fois sur ce qui se passe en Libye. Voilà. Alors, Atayoub, bon, il est, comme je disais, il est membre de Forsam, mais surtout, il est aussi président de l'association Temoust.
Il est aussi président ou animateur de l'association de la diaspora Touareg en Europe, qui est une association qui regroupe des associations Touareg, des militants Touareg et qui résident un peu partout en Europe. Et ils organisent chaque année des journées pour sensibiliser sur la situation des Touaregs. Voilà. Alors, sans tarder, je donne la parole à Tayoub. Après, moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être entre 15 et 20 minutes, il va nous faire un exposé entre 15 et 20 minutes. Après, on va ouvrir le débat. Il y aura des questions et bien sûr, Tayoub il pourra répondre. Voilà. Encore un grand merci à Tayoub. Voilà. Il faut activer ton micro. Voilà. Oui, merci Zahir. Donc, merci à tous ceux qui participent donc, à cette conférence. Avant de commencer, en fait, je voulais moi aussi donc, rendre hommage à une personnalité qui vient de nous quitter au Niger, donc qui est pour moi un frère, Kamed Abdoulaye, qu'on appelle nous effectivement Anassi, donc qui était ministre au Niger dans les années 80. Donc qui est effectivement une des figures les plus importantes de ma région d'origine, donc l'Azawar. Et donc, il s'est éteint ce matin à Niamey. Donc, voilà, je voulais lui dédier un peu cette conférence qui tombe effectivement le même jour où il nous a quittés. Voilà, donc la conférence, donc, elle va s'articuler, comme c'est dit, hein, donc, autour des enjeux, en fait, des enjeux qui concernent les Touaregs dans l'espace sahélo-saharien. C'est vrai que bon, j'ai l'habitude, en fait, même forcément, comme tu l'as dit, Zahir, donc j'ai présenté pas mal de fois cette question du Sahel, la place des Touaregs dans cette région du monde, hein, donc de la bande sahélo-saharienne. Donc, mais comme là, effectivement, on est dans une conférence un peu particulière, avec des personnes qui sont un peu partout, donc qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de connaissances et des Touaregs et de ces espaces, de la problématique dont on va parler aujourd'hui. Je vais quand même, comme je l'ai fait souvent, revenir sur des fondamentaux qui sont d'abord une présentation des Touaregs, enfin de leur espace, des Touaregs, de leur espace, et bon, après revenir aux questions politiques ou géopolitiques qui nous intéressent aujourd'hui. Très rapidement, donc, comme certains le savent, hein, donc les Touaregs couvrent la partie centrale du Sahara, hein, donc qui déborde sur le Sahel. On les retrouve aujourd'hui sur les 5 pays, donc le Niger, où on trouve la communauté la plus importante avec pratiquement de 20 à 25% de la population. C'est nos estimations à nous, donc effectivement qui sont très loin des estimations officielles, mais qui nous paraissent tout à fait plausibles compte tenu du fait que les Touaregs sont la communauté, si ce n'est pas la plus importante, en tout cas la deuxième en nombre au Niger, qui couvre tous les territoires nigériens. En sachant que, pour une question de définition, pour moi, Touareg, c'est tout celui qui se reconnaît dans cette culture, dans cette identité Touareg, donc qu'il soit sédentaire, nomade, qu'il soit teint clair, qu'il ne soit pas teint clair. Donc pour nous, ce qui est important, c'est les gens qui se reconnaissent dans cette identité Touareg, dans cet espace. Donc 20-25% au Niger. Au Mali, qui est le deuxième pays, donc où il y a une présence Touareg, nous estimons la communauté Touareg à peu près 10%, ce qui est encore très loin des estimations officielles. Et ensuite, donc, on a l'Algérie, on a la Libye, le Burkina Faso, donc avec une présence moindre en nombre, on va dire. Par contre, avec des régions, effectivement, des régions Touareg, hein, donc très, très étendues. Donc, sur les 5 pays, on estime raisonnablement le nombre de Touaregs. Là aussi, il n'y a pas de chiffre officiel. Enfin, il n'y a pas de chiffre qu'on peut considérer comme crédible, comme fiable. Parce que les recensements sont toujours un point sensible. Et les États, compte tenu de la place des Touaregs, la place politique des Touaregs, la question des statistiques est toujours très sensible. Mais nous, on estime que le nombre total des Touaregs, c'est bien ceux qui sont dans leur pays que dans les pays, dans la diaspora, de manière générale. Hein, donc, les diasporas les plus importantes étant d'abord en Afrique, en Côte d'Ivoire, enfin dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest,
au Moyen-Orient. Et puis bon, ici en Europe, on commence à avoir une petite diaspora aussi. On estime qu'on peut raisonnablement chiffrer le nombre de Touaregs à entre 8 et 10 millions. Certains pensent que c'est excessif, mais quand on fait un recoupement, quand on regarde les choses de manière non partisane, justement, je pense qu'effectivement, on n'est pas très loin de la réalité, entre 8 et 10 millions, les Touaregs qui sont sur place et ceux qui sont dans les différentes diasporas. Comme je dis, donc, ce qui fait effectivement les Touaregs, c'est le sentiment d'appartenance à cette identité, en sachant qu'il y a beaucoup de régions où les Touaregs ne parlent même plus la langue parce que culturellement dominés par d'autres peuples, ils ont tendance à apprendre d'autres langues, apprendre d'autres coutumes, tout en continuant à se reconnaître comme Touareg. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu dans toutes les périphéries de l'espace Touareg. Évidemment, bon, je ne vais pas faire mon objet, ce n'est pas de faire une conférence sur la culture en tant que telle, mais c'est très important pour les gens qui ne connaissent pas, parce que j'imagine que parmi nous, il y a peut-être quelques personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre ce genre de conférences. D'abord, de savoir de quoi on parle. Les Touaregs donc occupent cet espace du Sahara central et qu'ils occupaient de manière, j'allais dire, souveraine, autonome, en partant du sud algérien, du sud de la Libye, pratiquement les trois quarts du Niger aujourd'hui, du Mali. C'est un espace qui fait, je ne sais pas combien de fois la France, hein, donc qui est très, très, très important. Mais ce qui est important, c'est un espace qui était politiquement dominé par les Touaregs, politiquement, à l'arrivée de la colonisation française. Je crois que c'est ça le référent qui, pour moi, a un sens, c'est celui-ci. C'est vraiment un espace qui était dominé politiquement par les Touaregs à l'arrivée de la colonisation. Très vite, la colonisation donc, est arrivée, donc elle a duré le temps qu'elle a duré. Elle est partie en créant les États, les pays qu'on connaît aujourd'hui, dans lesquels les Touaregs se sont trouvés finalement à la marge de tout. Même dans les pays où ils sont les plus nombreux, c'est-à-dire les Niger et les Mali, ils se sont trouvés quand même à la marge de la gestion des nouveaux États qui ont été créés par l'administration coloniale française. Et cette marginalisation a très vite finalement donné lieu à des revendications, à des protestations. Donc d'abord, à l'époque, des chefs traditionnels Touaregs qui n'ont pas accepté ces faits accomplis et qui ont voulu attirer l'attention de l'administration coloniale française sur le fait que, à partir du moment où la création de ces États a été imposée par la colonisation, la moindre des choses, c'est qu'on les associe à la gestion de nouveaux États. Malheureusement, la France n'a pas jugé utile ou nécessaire, ou n'a pas voulu en tout cas les associer à la gestion de ces nouveaux États, ce qui fait qu'on se retrouve avec des États composés, quand je parle du Niger et du Mali, de certaine manière l'Algérie, avec des territoires qui sont peut-être à 2/3 ou étant des territoires avant administrés par les Touaregs. Les Touaregs se retrouvent là-dedans finalement encore dominés par d'autres communautés ou par d'autres systèmes politiques. Cette injustice, effectivement, a très vite donné lieu à des crispations qui ont eux-mêmes donné lieu à des répressions. Mais les répressions les plus importantes ont été observées au Mali. Donc, c'est ce qu'on appelle la première rébellion au Mali en 1963, qui a fait quand même aussi pas mal de morts, avec Modibo Keïta, donc, qui a quand même assassiné des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes. Donc, ça a été très dur. Mais c'est passé quand même, c'est passé à la trappe dans le sens où, à l'époque, compte tenu de la configuration géopolitique de l'époque, avec déjà l'installation de la guerre Est-Ouest, des courants idéologiques de l'époque, finalement, cette révolte Touareg n'a pas été médiatisée. Bon, enfin, déjà la médiatisation était très limitée. Et surtout, les Touaregs étaient pris en tenaille entre des enjeux géopolitiques, entre l'Algérie qui venait d'accéder à l'indépendance méfiante de la France et la France qui venait de créer ses États. Donc, les Touaregs ont fait finalement les frais de tout ça. Et cette répression n'a jamais été reprise, n'a jamais été considérée sur le plan international, même dans les cercles des droits de l'homme. Donc ça, c'était en 1963. Donc ensuite, au début des années 90, là aussi, les deuxièmes rébellions, en fait, les deuxièmes protestations, parce que ces rébellions, pour une question de définition, signifient tout simplement que les Touaregs qui ont été marginalisés, comme je disais tout à l'heure,
réclamaient le droit d'être reconnus comme des citoyens à part entière dans ce pays. Donc, je parle surtout du Niger et du Mali, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est là où les Touaregs ils sont les plus nombreux. Et je pense que c'est là aussi où se joue la survie de la culture touareg, d'une certaine manière, par les nombres déjà, et puis effectivement par les espaces qu'ils occupent. Ces rébellions, donc, au début des années 90, donc là, effectivement, la question politique a été posée de manière beaucoup plus claire. Sont suivis des massacres des populations civiles. Le premier massacre a eu lieu à Chintabaraden, donc au Niger, qui a fait, alors là aussi les chiffres divergent. Amnesty International à l'époque avait parlé de 600 morts. D'autres observateurs ont estimé qu'il y avait eu 1700 morts. Mais ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que ces massacres à Chintabaraden n'ont jamais fait lieu d'enquête internationale impartiale, donc il n'y a jamais eu de procès par rapport à cela. Même si la conférence nationale du Niger, qui a suivi juste après, a traité la question, à mon avis, de manière assez correcte, en entendant aussi bien les bourreaux que les victimes, les ayants droit des victimes donc, de ces massacres de population donc, en mai juin 90. Ensuite a commencé la rébellion au Mali. Donc, au Mali, très vite, ça a été une question politique. Là aussi, très vite, il y a eu des accords de paix, notamment Rasset en Algérie, donc, où il y avait une volonté finalement d'étouffer cette question avant que ça ne prenne forme. Ces accords de paix à Tamanrasset n'ont pas donné grand-chose. Ensuite, le pacte national a été signé en 92 au Mali, toujours au Mali, qui donne un certain statut à la région de l'Azawad. L'Azawad étant finalement le nord du Mali, donc la région de Tombouctou, Gao et Kidal. Donc à l'époque, c'était comme ça que c'était présenté. Mais bon, ce pacte national, ce statut particulier n'a jamais été mis en place. Donc, ce qui fatalement devait donner finalement lieu à d'autres rébellions, à d'autres tensions, donc comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais bon, très vite, donc je reviens quand même à la situation d'aujourd'hui, depuis 2012. En 2012, donc, il y a une nouvelle, à la suite de l'assassinat de Kadhafi. Bon, beaucoup de gens pensent que ce qui se passe au Mali ou au Niger, ce sont des conséquences de ce qui s'est passé en Libye. On oublie trop facilement finalement que la question Touareg est antérieure à la mort de Kadhafi, que c'est vraiment une question politique fondamentale en Afrique de l'Ouest, en tout cas dans cette région, dans cette bande sahélo-saharienne, et que la mort de Kadhafi et les armes qui ont pu être amenées par des Touaregs qui étaient dans l'armée libyenne n'étaient juste finalement qu'un apport qui a peut-être permis aux gens de reposer cette question ou de revenir en force finalement pour reposer la question. Mais on ne peut pas dire que c'est la mort de Kadhafi qui est à l'origine de ces questions, de la revendication ou du mouvement Touareg dans ces régions. Bon, 2012, donc suite à cette première rébellion, très vite, finalement, les gens ont posé la question de l'autonomie, la question du fédéralisme. Mais comme ces questions ont été posées depuis déjà par les pactes nationaux qui acceptaient, c'est un statut particulier, une certaine autonomie de l'Azawad, qui n'a jamais été appliquée. Les MNLA, donc le mouvement de libération nationale de l'Azawad, a voulu passer finalement à la vitesse supérieure en déclarant finalement l'indépendance de l'Azawad, la région de l'Azawad. Je pense que cette déclaration d'indépendance était destinée effectivement un peu à secouer les choses pour qu'il y ait enfin une décision politique et que la communauté internationale s'intéresse enfin à ces problèmes qui durent quand même depuis les années 60. Là aussi, donc, l'Algérie, la France et la communauté internationale se sont mêlés de la question et très vite, on fait signer des accords de paix, donc des accords de paix qui reconnaissaient un statut, qui reconnaissaient une décentralisation un peu plus poussée. Mais bon, aujourd'hui, ces accords de paix patinent encore, donc ne sont pas appliqués dans tous leurs volets. Et on observe quand même qu'il y a encore toujours une certaine absence de volonté politique de les appliquer, même si c'était des accords de paix qui ont été quand même signés à minima, aussi bien du côté de l'Azawad. Là, on ne parle plus de la question Touareg, on parle vraiment de la question de l'Azawad. L'Azawad étant une région dans laquelle il y a des Touaregs, mais aussi il y a des Maures, il y a des Songhas et des Peuls, donc il y a d'autres peuples qui vivent dans cette région. Et les mouvements qui revendiquent cette autonomie ou cette indépendance de l'Azawad, finalement, seraient vendus comme étant des mouvements voilà, qui prennent en charge finalement tous ces peuples, en tout cas les intérêts de tous ces peuples, toute cette région, avec toutes ces composantes ethniques. Maintenant est arrivé s'accrocher à cette réalité de l'Azawad, cette réalité de la bande sahélo-saharienne, la question des djihadistes, que nous, on considère comme étant une question opportuniste, dans le sens où, jusqu'à présent, on observe
que le fondement de tous les conflits, le fondement des choses, finalement, qui n'est pas seulement politique, c'est quand même les rapports entre ces communautés, donc les Touaregs, aujourd'hui les Peuls, et les États. Et la question des djihadistes vient juste finalement occuper un espace, ou en tout cas s'accrocher à une réalité difficile déjà que les États n'ont pas été capables de régler depuis le temps. Donc, pour ce qui concerne les Touaregs, en tout cas, on observe que malgré tout ce qu'on dit, malgré le fait qu'il y a Dagrali qui est aujourd'hui le responsable le plus important de cette région, en tout cas de ces mouvances djihadistes, Iyad Dagrali donc reste quelqu'un qui est, avec certainement quelques Touaregs de sa communauté en général, mais qui reste, enfin l'adhésion en tout cas à son combat est très limitée dans la communauté Touareg, parce que les gens le perçoivent encore comme étant l'ancien rebelle qu'il a été, en tout cas un des leaders de la rébellion des années 90. Et que les tournants idéologiques qu'il a pu prendre à un moment donné, finalement, n'arrivent pas encore à faire adhérer, en tout cas, beaucoup de Touaregs. Donc, et les questions de fond restent quand même les liens, les questions de gouvernance, les liens entre les Touaregs et les États. Bon, je parle encore une fois du Niger et du Mali. Donc, c'est pour ça que cette question du djihadisme, pour moi, c'est vraiment une question, contrairement à ce qu'on peut penser d'ici ou ce qu'on peut penser quand on regarde les médias, pour les Touaregs ou pour ces États, je pense pas seulement pour les Touaregs, ça reste quand même une question opportuniste. Et les vrais enjeux qui se passent, c'est plus les enjeux de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont ces États, les Niger et les Mali, gèrent déjà la diversité culturelle, la diversité de communautés qui composent leur peuple, et leur incapacité justement à trouver des méthodes de gouvernance qui prennent en charge, enfin, qui prennent en compte cette diversité, les cultures, les intérêts des différentes communautés, les intérêts de communautés qui sont certaines des communautés des nomades, donc c'est-à-dire des éleveurs, dont le mode économique est plus l'élevage, plus tourné vers le commerce, ça existe encore, donc transsaharien, et puis des communautés du Sud qui sont sédentaires, qui sont des agriculteurs. Et ces États n'ont pas encore arrivé, ne sont pas parvenus à trouver une manière justement de faire cohabiter ces communautés dans un système politique finalement qui les intègre toutes et qui les reconnaisse toutes dans leur réalité culturelle. Et je crois que c'est le fond du problème au Sahara central. En tout cas, dans cette bande, il est quand même là. C'est une question vraiment de gouvernance avant d'être une question politique, enfin idéologique ou islamiste ou autre. Okay. Et sur la question Touareg, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, la question Touareg, je pense qu'encore aujourd'hui, la plus grande revendication, la revendication, on va dire, de fond, qui reste toujours la même, c'est la revendication d'un espace dans lequel les Touaregs sont reconnus comme des citoyens nigériens ou maliens, avec une organisation des États qui leur donne les moyens de se développer et de vivre ensemble en paix, en cohabitation avec les autres communautés. Mais bon, ceci dit, après arrive le rôle de la communauté internationale. Donc, on est quand même dans des pays qui sont très fragiles, très faibles, et qui ne vivent finalement souvent que par le soutien, même en termes de budget, encore plus en termes de développement, par le soutien de la communauté internationale. Et la communauté internationale, dans ces pays, quand on parle de communauté internationale, en fait, on parle surtout de la France. On parle aussi, dans les cas précis des Touaregs, de l'Algérie. On parlait de la Libye, donc à l'époque de Kadhafi. Bon, aujourd'hui, la Libye est dans l'état dans lequel elle est. Bon, j'espère qu'on reviendra tout à l'heure peut-être dans les questions sur la question en Libye, parce qu'effectivement, c'est une des dimensions importantes aujourd'hui de ce qui préoccupe la communauté Touareg dans leur ensemble. Et la France, aujourd'hui, a du mal à évoluer sur les questions de gouvernance dans ces pays, c'est-à-dire à accepter finalement que les administrations ou les États qu'elle a créés, en tout cas qu'elle a voulu soutenir après la période coloniale, ne sont pas du tout adaptés aux réalités ethno-culturelles de ces régions. Et nous, on continue, en tout cas, à espérer que justement ces évolutions qu'on espère de la communauté internationale, mais aussi de certaines élites nigériennes ou maliennes qui commencent à se rendre compte que les choses, de toute façon, ne peuvent plus continuer à être figées
comme la France les a laissés, et qu'il est temps que les communautés, les peuples, les élites se mettent ensemble pour penser leurs États eux-mêmes et voir un peu comment ils peuvent se mettre d'accord sur une gouvernance qui convienne à tout le monde. Ces débats, malheureusement, n'est pas encore assez ouvert, ni au Mali, ni au Niger, parce que les ethnies que j'appelle souvent dominantes, qui se complaisent un peu dans le confort de ce que la France a laissé, ont du mal finalement à lâcher un peu du lest, et les autres qui demandent un rééquilibrage finalement un peu de la manière dont l'État les perçoit, sont toujours sur la défensive et n'arrivent pas à trouver des terrains d'entente encore sur la manière dont les États peuvent évoluer dans des systèmes décentralisés, dans des systèmes de fédération, en tout cas dans des systèmes qui sont plus adaptés aux réalités géographiques et ethnoculturelles de ces pays. Mais je crois quand même qu'il y a quand même quelques personnes qui commencent à s'intéresser, qui commencent à se rendre compte que le statu quo n'est pas tenable à terme. Donc, il faut bien réfléchir sur la manière de faire évoluer ces États pour éviter les conflits, pour éviter justement que d'autres idéologies, d'autres puissances ou d'autres intérêts viennent finalement se mettre au milieu de tout ça et créer des guerres intercommunautaires ou interethniques qui sont finalement dommageables pour tout le monde. Et là, aujourd'hui, on est dans cette urgence avec des États, effectivement, qui ont du mal à s'y retrouver, assurer déjà leur sécurité. Et là, depuis quelques années, donc avec l'intervention de la France à travers l'opération Serval et ensuite Barkhane au Mali, aujourd'hui, Barkhane couvre toute la bande sahélo-saharienne, mais s'intéresse uniquement aux questions sécuritaires immédiates, c'est-à-dire à combattre les terroristes ou les djihadistes de manière sans, à mon avis, réfléchir un peu comment régler les problèmes de fond qui permettent à ces djihadistes de s'installer et d'avoir une certaine prise sur la population. Parce qu'effectivement, il y a tellement d'injustice dans ces pays, il y a tellement de choses qui n'ont pas eu de réponse que quand les djihadistes arrivent et qu'ils apportent des explications, ils apportent des semblants de réponses, ils peuvent toujours faire adhérer un certain nombre de personnes. Donc, les derniers exemples que je prends, d'une situation qui n'a pas été, à mon avis, correctement réglée et qui porte les germes des difficultés, c'est toujours ces massacres de populations civiles. Hein. Donc, il y a quelques mois au Niger, dans la région de la frontière entre le Niger et le Mali, l'armée nigérienne a massacré des dizaines de paysans, enfin de villageois, en tout cas des civils, qu'elle prend facilement pour des djihadistes. Malheureusement, malgré les témoignages, malgré les listes qui ont été établies des victimes de ces massacres, l'État du Niger n'a pas jugé utile de laisser une enquête impartiale se faire pour que les familles de ces victimes, finalement, au moins ça soit reconnu en tout cas, aient l'impression que leur pays prend en compte leurs souffrances. Donc, ça fait partie de ces choses qui alourdissent un peu les climats, en tout cas qui alourdissent la mémoire collective dans tous ces pays et qui rendent difficile finalement toutes les solutions qui peuvent, de façon qui doivent intervenir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ces pays ne maîtrisent pas leur sécurité, le Niger et le Mali. Tout le monde sait que le Mali, depuis 2012, ne maîtrise plus rien de son territoire. Les Niger, aujourd'hui, sur ces frontières, aussi bien avec le Mali que les frontières avec le Tchad et le Nigeria de l'autre côté, les Niger non plus n'est pas capable aujourd'hui d'assurer sa sécurité tout seul. Donc, c'est essentiellement la Barkhane, en tout cas les forces internationales, qui assurent la sécurité dans ces pays. Et là, non plus, ce n'est pas une situation viable. Et à mon avis, on ne peut pas trouver une solution sécuritaire, une situation viable, tant qu'on n'a pas réglé les problèmes de fond, qui sont les problèmes de gouvernance, les problèmes de coexistence des communautés qui vivent dans ces pays. Donc, je crois que le fond de la question, il est vraiment là. Après, on est toujours dans ces pays ont toujours tendance, effectivement, à la fois à être jaloux de leur souveraineté, et quand il s'agit des revendications de leur communauté ou des peuples qui composent leur population, mais en même temps, à être incapable de protéger ces populations quand ces populations sont attaquées de l'extérieur ou sont massacrées. Et je crois que là, il y a
il y a quelque chose voilà, une contradiction quand même qui est très soutenable dans le temps. Et d'ailleurs, il y a un phénomène aussi qu'on observe au Niger, qu'on observe au Mali, qui est cette méfiance dont j'ai parlé au début de mon propos entre les États et les communautés Touareg, les communautés Maures, aujourd'hui les communautés Peul, fait que, par exemple, quand en 2012, les djihadistes, en tout cas les mouvements, ont pris la moitié, si ce n'est pas les 2 tiers du Mali, le Mali, enfin, à travers Barkhane, a dû faire appel au Tchad pour faire venir des combattants qui sont censés être plus aguerris pour combattre dans le désert, mais n'a jamais pensé utile de recruter ses propres ressortissants qui ont les mêmes traits de caractère que les Tchadiens, qui connaissent leur territoire et qui seraient plus motivés pour défendre leur espace. Le Mali n'a pas voulu recruter ces populations parce que c'est le Touareg, parce que c'est des morts, parce que c'est des communautés dont on s'est toujours méfié. Au Niger, on a le même phénomène. Aujourd'hui, au Niger, l'État refuse de recruter en masse des ressortissants de ces régions qui peuvent protéger leurs parents, leurs régions, parce qu'il y a toujours cette méfiance que une fois armés, une fois formés, à la limite, les Touaregs ou en tout cas les communautés du Nord pourraient effectivement renverser un peu la tendance et puis reprendre le pouvoir politique. Donc il y a toujours des enjeux comme ça qui font que les choses piétinent. Et là aussi, le rôle de la communauté internationale n'est pas toujours très clair. Hein. Dans l'accompagnement qu'elle fait de toutes ces questions politiques, on a l'impression qu'on gère, je parle de la France, gère les urgences, c'est-à-dire la sécurité immédiate, et essayer de faire en sorte que les pays ne partent pas dans tous les sens. Mais il n'y a aucun, enfin, à ma connaissance, j'imagine quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça. En tout cas, il n'y a rien qui apparaît qui montre qu'il y a une volonté de rééquilibrer quand même un peu la gouvernance de ces pays, de rééquilibrer un peu la manière dont l'État perçoit les différentes communautés et travailler un peu à des solutions quand même à moyen et à long terme pour éloigner un peu tous les risques des conflits intercommunautaires, des conflits interethniques et éloigner encore une fois la possibilité pour les djihadistes ou même pour d'autres courants idéologiques et de venir finalement exploiter un peu ces malaises dans chaque pays pour s'implanter et puis pour militer ou pour d'autres agendas qui ne sont pas ceux des communautés locales. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça que je vois la question aujourd'hui. Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je vous propose dans nos échanges de revenir sur les quelques points que j'ai soulevés ou s'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas évoqué, donc je pourrais revenir là-dessus, en sachant que c'est quand même un sujet qui est très vaste, hein, donc où c'est très difficile en 20 minutes de faire une synthèse satisfaisante, on va dire. Ça donne juste finalement la possibilité de lancer les débats qui, j'espère, sera beaucoup plus riche. Voilà, je vous remercie. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à Tayo pour cet éclairage. Bon, c'est vrai il faut plus de temps. D'ailleurs, il faut plus qu'une conférence pour parler de cette région qui est riche en histoire, qui est riche aussi avec toutes ces différentes communautés et surtout cet espace-là immense qui est entre. Voilà, c'est ça enfin, comment dire, le drame aussi des Touaregs, mais d'une façon générale. Hein, c'est un peu comme les Kurdes, comme les Berbères aussi. Hein. Mais dans le cas des Kurdes, enfin des Touaregs, c'est encore beaucoup plus prégnant, puisque effectivement, sur leur espace naturel, du fait de la colonisation de la France, du fait du découpage artificiel de ces États-là, ben, les Touaregs se retrouvent dans des États en minorité, alors que dans leur espace naturel, ils auraient pu être. Voilà. Mais on a la chance aussi à Forsam d'avoir invité et d'avoir organisé 3 conférences sur la situation des Kurdes. C'est avec Hamid Bouzarslan, c'est aussi ce problème-là. C'est la même problématique, un peuple voilà, qui est éparpillé
sur 4-5 pays, là aussi du fait de la colonisation de ces pays-là. En tout cas, merci encore. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'aimerais juste... Enfin, bon, il faut bien que quelqu'un commence qui commence à poser une question. Moi, alors, j'ai une question, c'est sur l'intervention de la France au Mali et de ces opérations contre enfin, officiellement, hein, contre le terrorisme dans cette région-là. Alors, moi, je suis militant écologiste. Hein. J'ai essayé plusieurs fois enfin, d'organiser un débat sur cette question-là. Moi, je me rappelle quand il y avait l'intervention de la France au Mali, il y avait un débat chez les écologistes, sachant que les écologistes, normalement, et, enfin, dans leur histoire et même dans leurs valeurs, ils ont toujours prôné la non-violence. Ça veut dire contre la guerre, quel que soit sa forme, quelle que soit ses justifications, tout ça. Ils ont toujours condamné. Or, il se trouve, au moment de l'intervention de la France au Mali, eh ben, les écologistes, du fait qu'ils avaient à l'époque un ministre, enfin il y avait des ministres écologistes dans le gouvernement de Hollande, et notamment le ministre de la coopération, Confin, eh ben, ils ont soutenu. Ils ont trouvé quand même un moyen de justifier cette intervention-là, sachant que voilà, ils ont toujours, et ils ont été même plus loin, bien sûr, ils n'ont même pas essayé aussi de profiter de cette intervention, au moins pour dire eh ben, il faut maintenant régler les problèmes dans cette région. Et je me rappelle, dans les discussions, on était à peu près, enfin, dans une discussion, voilà, j'étais à peu près le seul à avoir dénoncé ça et surtout à avoir dit que, bon, si c'est pour intervenir, c'est-à-dire faire de la France-Afrique comme la France a toujours su faire, alors qu'est-ce que ça va changer? Mais pour dire que ce problème-là des relations avec l'Afrique, finalement, même dans des milieux qu'au départ on peut voilà, dire qu'ils sont, et ben, quand il y a des intérêts comme ça, en fait, tout le monde se met voilà, derrière. Et maintenant, bien sûr, l'intervention de la France est un échec total. Et les mêmes, on a fait un débat il y a même pas 6 mois, les mêmes qui en 2000, enfin quand il y a eu l'intervention, ont soutenu, maintenant ils commencent à dire oui, effectivement, c'était une erreur, tout ça. Voilà. Ça, c'est pour dire vraiment, est-ce que c'est-à-dire de ton côté, c'est-à-dire de façon générale, hein, des Touaregs voilà, qui travaillent sur cette question-là, est-ce que vous considérez que l'intervention de la France, elle n'a rien apporté de positif? Au contraire, elle a maintenu le statu quo, elle a renforcé c'est-à-dire les acteurs qui sont à l'origine de cette crise-là. Voilà ma question. Oui, je pense que l'intervention de la France, je pense qu'elle avait comme objectif de stopper en fait l'avancée des différents groupes vers le sud du Mali, hein, c'est-à-dire de prendre la totalité du pays. D'après ce que j'ai compris, c'était ça l'objectif. Et ensuite, bon, ça à la limite dans le contexte de l'époque, on pouvait comprendre que le Mali, ou en tout cas que fasse appel à la France pour stopper, on va dire, stopper cette avancée. Par contre, là où les choses n'ont pas suivi, c'est qu'une fois une fois que cette avancée a été stoppée, l'armée française est revenue reprendre les régions de Tombouctou et de Gao. Elle a repris ces régions pour réinstaller, en tout cas symboliquement réinstaller l'armée malienne, en tout cas l'État malien, même si je pense que l'administration n'est jamais revenue comme avant. Et que bon,
le fait d'avoir ramené le Mali dans cette région sans avoir poussé à un arrangement politique, on va dire, en sachant encore une fois que la question de fond, ce n'est pas la question des islamistes qui ont voulu prendre le pays. Ça, je pense que ça, c'est une autre question, mais la question de fond qui est toujours la question, la place des communautés de ces régions, de l'Azawad, dans l'État malien. Et cette question, malheureusement, la France n'a pas suffisamment, à mon avis, utilisé les moyens dont elle se dispose, le fait qu'elle sécurise la région et le pays, le fait qu'elle soit intervenue massivement, pour dire, j'ai entendu quelqu'un dire, à la limite, peut-être qu'il y a quelqu'un ici parmi ceux qui écoutent, regardent, pourrait nous apporter des précisions, il y a quelqu'un qui disait que, à la limite, la France aurait dû stopper l'avancée des mouvements vers le sud, à Kona, c'est-à-dire l'endroit où vraiment l'intervention a eu lieu, et demander aux Maliens après de discuter entre eux pour trouver une solution politique pour tous les Awads. Au lieu de ramener l'État malien à Tombouctou et à Gao, en laissant un peu Kidal, et sans aucune condition, sans aucune discussion politique, en sachant que le fond du problème reste la question quand même des rapports entre cette région et l'État central du Mali. Après, évidemment, il y a la signature des accords de paix qui a suivi par la suite, les accords de paix d'Alger, sous l'impulsion, en tout cas, de la France et de l'Algérie, qui ont quand même un peu forcé tout le monde pour les faire signer. Mais là aussi, aujourd'hui, des années après, ces accords de paix ne sont pas appliqués, au point où aujourd'hui, pratiquement tout le monde les abandonne, plus personne n'y croit, aussi bien d'ailleurs du côté de l'Azawad que du côté de l'État malien. Parce que l'État malien, les Maliens se cachent derrière le fait que la population rejette les accords. Et puis, de l'autre côté, du côté de l'Azawad, effectivement, il y a une certaine lassitude où j'observe que même les leaders Touareg ou autres, en tout cas de l'Azawad, qui ont signé ces accords ou qui ont été devant de la scène à l'époque, finalement, aujourd'hui, les oublient pratiquement, s'intègrent trop facilement dans le système malien qui n'a pas évolué depuis 2012. Et ça, ce sont des évolutions, à mon avis, qui ne peuvent se faire que sous l'accompagnement, pour parler poliment, de la communauté internationale. Ça ne peut pas, les Maliens ont montré qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui, entre eux, de trouver une solution politique et qui satisfasse tout le monde pour que, justement, l'Azawad trouve finalement sa place et que l'État malien soit préservé dans son intégrité territoriale et dans les attributs de souveraineté les plus importants. Ce travail n'a pas été, à mon avis, n'est pas fait encore. Donc, du coup, l'intervention de la France, pour répondre à ta question, si elle n'est pas accompagnée de cette préoccupation de trouver une solution politique de fond, à mon avis, ne servira et ne va pas donner grand-chose, parce qu'on peut bien sécuriser les Mali pendant 10 ans, tant que l'opération Barkhane est là-bas, mais si aujourd'hui la France s'y retire du Mali, on ne sait pas ce que ça va devenir, en sachant qu'entre-temps, aujourd'hui, il y a la question Peul qui se pose à Limassina, enfin, au centre du Mali. Et les Peuls, surtout aujourd'hui, revendiquent, derrière cette revendication que beaucoup pensent islamiste ou djihadiste, en réalité, il y a aussi une volonté des Peuls d'exister comme citoyens maliens et d'avoir aussi leur mot à dire sur le fonctionnement de l'État malien, en sachant que cet État malien a été construit aussi bien dans la réalité que dans l'imaginaire de beaucoup de Maliens autour de Bamako, autour du Sud essentiellement. Donc, mais ça, c'est une anomalie, en tout cas, dont je ne vois pas vraiment je ne vois pas une volonté de Maliens eux-mêmes, de la communauté internationale, de trouver une question à ça, alors que la clé du problème, à mon avis, elle est à ce niveau-là. Il y a 3 questions qui sont deux dans les conversations de Halima Belhamdi et après Mohamed Ali Ag a levé la main et en troisième Jacques Berthelot a écrit un message. On peut commencer peut-être avec la première, Halima. Oui, si elle veut poser la question directement ou je lis sa question. Oui, tu peux lire. Alors, ouais, sa question, c'est quelles sont les relations avec l'État algérien? L'État algérien, il faut savoir que l'Algérie est quand même la puissance régionale, donc qui est à la frontière nord du Niger et du Mali, qui est effectivement intéressée, concernée, impliquée dans tout ce qui peut se passer dans le nord du Niger et du Mali. Pour des raisons, d'abord pour des raisons géographiques, historiques, culturelles, tout ce qu'on veut. Et l'Algérie, dans le cas du Mali, a toujours été
toujours été le pays qui a géré les différentes négociations, qui a géré les différents accords de paix, depuis les accords de Tamanrasset dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'était en 91, jusqu'aux derniers accords de 2014. Et l'Algérie, effectivement, joue un rôle très important. Mais là aussi, on a l'impression quand même qu'il y a l'Algérie et la France, je ne sais pas s'il y a une répartition de rôle entre les deux pays, mais toujours est-il que cette répartition de rôle ne peut pas exclure aussi une certaine rivalité, on va dire, de puissance, hein, donc une certaine divergence d'intérêts peut-être sur certains points. Mais j'ai toujours tendance à penser quand même qu'il y a une conjonction, enfin d'intérêt sur l'essentiel, qui est la stabilité, on va dire, de la région. Mais l'Algérie, pousse à l'application des accords de paix. Quand si je m'en tiens aux déclarations officielles, hein, elle a été quand même l'artisan un peu de ces accords de paix. Elle n'intervient pas militairement en dehors de ses frontières, donc même s'il paraît que ça peut évoluer ces années prochaines, là, en tout cas. Mais ça fait partie des points, des points en tout cas, qui peuvent expliquer, ou en tout cas qui peuvent déterminer l'avenir immédiat si la position algérienne évolue vers, on va dire, une implication beaucoup plus forte dans la résolution des questions politiques. On prête toujours évidemment à l'Algérie d'avoir une certaine réticence compte tenu du fait que le sud algérien est habité par des Touaregs qui peuvent aussi avoir envie de s'autonomiser à un moment donné, ou en tout cas qui peuvent se poser des questions sur les rapports qu'ils ont avec leur propre État et les rapports qu'ils ont surtout avec les richesses qui sont exploitées dans leur espace traditionnel. Mais bon, là encore une fois, je retiens les rôles surtout d'une puissance régionale qui a effectivement un rôle très important, qui a un prolongement historique, culturel dans ces pays, Niger et Mali, qui légitimement, effectivement, à mon avis, doit jouer ce rôle en essayant justement de se défaire un peu de ces crispations sur les Touaregs, sur la manière dont la France peut ou pas manipuler certaines communautés à ses frontières. Bon, ça, c'est des questions sur lesquelles, à mon avis, nous, on n'a pas à intervenir. Ce qu'on observe, c'est uniquement ce qu'on souhaite, c'est que l'Algérie, justement, joue son rôle des pays amis, des pays frères, enfin des pays en tout cas qui contient aussi, il y a des Touaregs aussi, dont l'avenir finalement est lié. La plupart des Touaregs, parce que la question effectivement c'est aussi les enjeux pour les Touaregs de ces questions sahélo-sahariennes, l'avenir des Touaregs dépend aussi d'une certaine manière de l'évolution en Algérie. Quand je dis évolution, c'est l'évolution politique, hein, en termes de développement. Et sur les questions identitaires, sur les questions linguistique, il est évident que l'avenir du tamashek, de la langue touareg, dépend aussi beaucoup de l'évolution de la mazir de manière générale en Algérie, mais aussi au Maroc plus lointain. Et là, il y a ces liens, on va dire cette imbrication qui est naturelle, qui est historique, qui est culturelle, qui est géographique. Et l'Algérie là-dessus, donc, à mon sens, a toujours été très crispée par rapport à ça. C'est-à-dire que les contingences géopolitiques prennent trop souvent le dessus sur un rôle culturel ou un rôle politique beaucoup plus apaisé qu'elle devrait avoir, aussi bien dans le nord du Niger que dans le nord du Mali, en tout cas dans l'Azawad. Mais bon, l'Algérie joue son rôle. Okay. Une question de Mohamed. Oui, il y a une question de Jacques Ouais, attends, avant ça, il faut les prendre dans l'ordre. Il y a Mohamed Ali qui avait levé la main il y a un bon moment. D'accord, ok. Alors, allez-y. Écoute, merci Abdoulaye pour la brillante synthèse. Je pense que je partage complètement aussi. Pour me présenter un peu, moi c'est Mohamed Ali Agamed, je suis médecin et chercheur en santé publique à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Donc, je partage complètement les analyses. Hein. Effectivement, ce que nous observons, c'est que depuis quelques années, il y a aussi beaucoup d'amalgames qui sont faites, je peux dire parfois sciemment, parfois pas, pour confondre un peu la question Touareg à celle du terrorisme, qui est beaucoup plus générale. Je perçois aussi beaucoup de risques pour nous, pour les Touaregs, et
on les voit hein, avec beaucoup de morts qui sont liés à cette question du terrorisme, parce que bon, s'il y a des gens qui ont perdu beaucoup de gens, c'est aussi nous, mais aussi beaucoup de dégâts matériels. Bon, il y a aussi des hypothèses sur les calculs qui sont derrière cet amalgame qui est quelque part parfois un peu entretenu, comme je disais, sciemment. Ce que nous observons aussi, c'est que il semble qu'à défaut d'avoir des armées solides pour faire, comme on dit, la job dans nos pays, ils ont tendance à utiliser les mécanismes aussi internationaux qui leur sont offerts, notamment à travers la France, les Nations Unies, en tant qu'État, pour essayer de régler militairement des vieilles questions dont la résolution est vraiment politique. De plus en plus, on commence à en être persuadé, je pense, comme il a souligné. Et de mon point de vue, ce sont vraiment des faux calculs, comme le montre un peu la réalité sur le terrain, parce que ce qu'on observe, c'est que la question du terrorisme dans le Sahel se généralise au lieu d'être réglée. Et maintenant, de plus en plus, touche d'autres communautés, telles que, notamment, comme tu l'as souligné, les Peul, qui payent lourdement actuellement un lourd tribut, qui est lié encore aux différents amalgames qui sont faits hein, entre les communautés et la question des touristes. Mais j'aimerais vous entendre peut-être sur une question. En quoi, selon vous, cette crise qui se généralise au Sahel peut être une opportunité pour régler définitivement la question Touareg? Peut-être, est-ce que vous pensez que ça peut être une opportunité déjà, et puis en quoi elle peut être une opportunité pour régler la question Touareg? Bon, ma deuxième question, bon, je pense que tu l'as un peu abordé, hein, parce qu'il y a toujours des hypothèses aussi qui soutiennent que la question du terrorisme, notamment au Mali, n'est qu'une guerre un peu par procuration entre l'Algérie et la France qui se disputent un peu des positionnements stratégiques au Sahel, et que chaque pays sur le terrain a ses alliés qu'il mobilise, qu'il engage sur le terrain pour que l'autre ne puisse pas s'implanter peut-être durablement. Je simplifie un peu la chose, mais c'est comme ça en tout cas que beaucoup de gens pensent aussi chez nous là-bas. Et il y a des arguments aussi solides, je pense, qui soutiennent cette hypothèse. Bon, je ne sais pas si tu as des éléments par rapport à cette question-là en particulier, en faveur ou en défaveur de cette hypothèse-là. Merci. Merci à toi, Ntou. Donc, merci. La première question, effectivement, donc la question Touareg sur le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que pour moi, effectivement, c'est la question des gouvernances de fond, de base. Donc, d'ailleurs, l'irruption du Peul aujourd'hui sur la scène montre qu'effectivement, c'est le vrai problème, il est à ce niveau-là. Et que tant qu'on ne lui a pas trouvé une solution, effectivement, il y a d'autres choses qui peuvent venir s'accrocher, donc s'accrocher à cela. Je crois que l'incapacité des États à faire face justement aux djihadistes, aux terroristes, en tout cas aux questions sécuritaires dans cette zone, montre que celles des communautés qui y vivent, c'est-à-dire dont la sécurité est directement en jeu, peuvent se protéger, en tout cas peuvent se défendre et protéger leur espace, si bien au Niger qu'au Mali. Et les jours où les États prendront conscience, je pense qu'ils ont commencé à prendre conscience de cela. Je pense que la communauté internationale, en tout cas les Français ou les Américains ou même les Algériens, savent depuis très longtemps qu'on ne peut pas sécuriser ces espaces sans les Touaregs, qui sont la communauté finalement la plus importante au Sahara central et au Sahel, en tout cas dans les bordures du Sahel. Donc, c'est la communauté la plus importante qui couvre l'espace les plus grands dans cette région. Et tant que les Touaregs ne sont pas impliqués justement dans ces questions sécuritaires, on ne peut pas sécuriser les frontières, on ne peut pas sécuriser les États. Évidemment, il y a les contre-coups politiques que les États, qui fait peur aux États, donc du Niger et du Mali, qui est que, bon, quand
dans la sécurité, la sécurisation de ces espaces Touareg, effectivement, d'emblée, il y aura une extension politique finalement de cette réalité qui sera de fait une certaine autonomie de ces régions, en tout cas une certaine souveraineté de communautés sur leur espace traditionnel. Et c'est ça qui fait peur aux États. Mais je pense que les jours où les États peuvent être rassurés, d'abord sur la volonté des Touaregs de créer d'autres États ou d'être indépendants, ou les jours où les jours où il y aura cette assurance, je pense qu'on pourra trouver un début de solution. Mais ça ne peut pas se faire, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les Maliens ou les Nigériens seulement. S'il n'y a pas une pression, ou s'il n'y a pas une volonté de la communauté internationale de pousser dans ce sens, à mon avis, ça mettra beaucoup de temps. Et ça veut dire que les États seront toujours obligés de faire appel alors à la communauté internationale pour assurer leur sécurité. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont visibles sur le terrain. Aujourd'hui, dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, par exemple, malgré le fait qu'on dise que c'est là-bas que se trouvent les bases de djihadistes, c'est quand même une région aujourd'hui qui est contrôlée par ses habitants, entre tous ceux qui sont djihadistes, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont tout ce qu'on veut, mais c'est eux en tout cas qui tiennent leur espace, et surtout qu'aujourd'hui, c'est pratiquement la région la plus sûre du Mali. Et ça, c'est un fait. Ça dérange beaucoup de monde, effectivement, que cette réalité soit ainsi, mais c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, au Mali, on sait très bien que le Mali ne peut pas revenir à ce qu'il a pu être avant 2012. Ça, c'est évident. L'application des accords de paix, je n'arrive pas à comprendre que la communauté internationale ne soit pas plus vigoureuse dans sa demande de cette application. Il y a régulièrement des appels du Conseil de sécurité ou des États-Unis ou de la France ou même de l'Algérie pour dire qu'il faut les appliquer, ces accords, mais je pense que c'est très timide et qu'on laisse vraiment les choses végéter et on ne sait pas ce que ça va devenir. Dans quel intérêt finalement on laisse les choses se faire comme ça, donc ça c'est évidemment une autre question. Donc, la question de Touareg peut trouver une solution, effectivement, dans le fait que les États seront amenés à constater, à accepter une décentralisation, finalement, du pouvoir, la reconnaissance de communautés, notamment Touareg, dans leur participation à l'État, dans leur participation à la gestion de la chose publique. Je pense que c'est là que la question de Touareg est en train de trouver une solution. Je pense qu'elle est en train de trouver une solution parce qu'aujourd'hui, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, finalement, les gens sont chez eux et les rapports ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, pour être optimiste, je pense effectivement qu'il y a un début de solution qui va dans ce sens, mais qui a besoin d'être accéléré par une volonté politique de la communauté internationale. Après, pour ta deuxième question, donc, qui est un peu liée à celle-ci d'ailleurs, sur le fait que tous ces mouvements terroristes, djihadistes, les rapports entre la France et l'Algérie, comme je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a, je pense, une certaine conjonction d'intérêts entre la France et l'Algérie sur la gestion de ces espaces, de cette question. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait aussi une méfiance qui est liée naturellement à l'histoire, qui est liée à beaucoup de choses, qui fait que, par exemple, je sais que l'Algérie a toujours soupçonné dans les années 80, 90, a toujours soupçonné le mouvement Touareg d'avoir une sympathie en Europe ou en France. Tout ça toujours avec l'idée que finalement, c'est l'Algérie qui est visée derrière. Donc, et là, il faut espérer aussi que l'Algérie elle-même évolue sur ces questions, comme je le disais tout à l'heure, et que le système politique algérien lui-même, finalement, se modernise, ou en tout cas, essayer de revoir un peu remettre à jour un peu sa vision de ces problématiques aussi bien nationales, communautaires, géographiques. Donc, je pense que l'Algérie a besoin d'une certaine mise à jour, finalement, de sa perception du Touareg, de sa perception du Sahara, du Sahel. Et ça lui donnera certainement beaucoup plus de chances d'étendre son influence ou de jouer un rôle beaucoup plus important que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les militants Touareg qui ont des années 80, des années 90, ont toujours perçu l'Algérie comme étant hostile au mouvement Touareg. Et il faut que cette tendance, à mon avis, soit inversée pour qu'il y ait une confiance qui s'installe entre les systèmes algériens. Je parle encore une fois, évidemment, je ne parle pas de la population algérienne ni même de l'État algérien au sens de l'Algérie.
je parle du système politique algérien, à mon avis, doit évoluer et essayer voilà, de revenir un peu sur une perception beaucoup plus moderne de ses rapports avec ces populations qu'elle partage voilà, avec le Niger, avec le Mali. Et ce qui donnera effectivement enfin, elle a déjà une profondeur culturelle, historique dans ces pays, mais bon, ça légitimerait on va dire une coopération beaucoup plus dense. Parce que les gens au Niger, au Mali, ne demandent que ça, ne demandent qu'avoir des rapports avec l'Algérie apaisés et qu'il y ait une circulation de population entre ces pays et l'Algérie, et que l'Algérie, effectivement, joue son rôle de puissance régionale de manière, encore une fois, de manière pacifique, sans arrière-pensée, sans qu'il y ait autre chose. Après, évidemment, les rôles de la France là-dedans, la France reste quand même la puissance des tutelles du Niger et du Mali. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure où la France cherche un peu à limiter l'importance de l'influence de l'Algérie, mais toujours est-il que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde au Sahara et que ces pays sont à développer. Les Touaregs, en tout cas, ne demandent qu'à vivre dans leur espace, évidemment, en prenant en compte, ou en tout cas, les intérêts de la France, les intérêts de l'Algérie, mais surtout en essayant de sauvegarder ce qui peut l'être de leur culture et puis à survivre dans des espaces qui sont quand même très, très hostiles, qui sont très difficiles. C'est ça les vrais enjeux. Après, voilà, la question des salafistes ou des terroristes de manière générale, c'est difficile de savoir si chacun peut se faire une idée hein, sur ce qu'il y a derrière, sur ce que ça représente comme extension en dehors de la région même, comme influence idéologique. Je pense que les influences, elles viennent du Moyen-Orient. Je pense que les influences sont locales. Il y a des manipulations, je pense, de tous les grands pays qui sont forcément concernés ou intéressés ou impliqués dans ces questions. Et les équilibres qu'il y a entre eux ou la manière dont ils peuvent trouver des solutions, ça, à mon avis, ça relève des échanges, ou en tout cas des rapports de force, des rapports d'intérêt entre eux qui nous échappent à nous autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes deux questions, et en sachant qu'effectivement, ça fait partie d'une dimension, enfin, c'est une des dimensions les plus importantes, effectivement, de cette question de la place des Touaregs au Sahara central. Ok, merci. Alors, il y a une question de Jacques Berthelot. Alors, la question, est-ce que le nouveau gouvernement malien, dominé par les militaires, est un peu ouvert à la discussion avec l'Azawad, malgré les pressions de la France? Bon, moi, d'après ce que j'ai dit les militaires, apparemment, ils reconnaissent les accords de paix d'Alger, donc ils disent qu'ils les prennent en compte. Bon, je ne vois pas qu'ils soient très pressés de les appliquer, mais il faut dire que de l'autre côté non plus, du côté de l'Azawad lui-même, du mouvement de l'Azawad, j'ai l'impression que là aussi, l'enthousiasme de tenants de l'Azawad est retombé un peu ces derniers mois ou ces derniers temps, et que je considère que les responsables de l'Azawad sont eux-mêmes moins combatifs ces derniers mois, ces derniers temps, sur l'application des accords de paix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, à la limite, ni l'État malien, ni les mouvements de l'Azawad, finalement, ne sont pressés d'appliquer ces accords et qu'il faut que la communauté internationale, vraiment, elle prenne en charge cette application. Donc, je ne sais pas comment, techniquement ou comment diplomatiquement ça peut se gérer, mais je pense que c'est là que ça s'est-il. Parce que je vois très bien les évolutions de ces derniers mois et je perçois finalement les mêmes difficultés, les mêmes travers qu'on a connus à la fin des années 90 ou début des années 2000. Sur la manière dont les parcs nationaux dont je parlais tout à l'heure a été oublié très vite, parce que finalement, chacun est parti. Il y a certains cadres de l'Azawad ont été intégrés dans le gouvernement, dans les instances de l'État. Le système les a absorbés. Finalement, il n'y a plus personne pour défendre la question de l'Azawad. Il a fallu que d'autres groupes naissent, parce que la question, des fois, n'est pas réglée politiquement, naissent pour poser la question. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, on soit dans un cercle aussi, dans ce type de cercle vicieux, où à chaque fois qu'il y a un mouvement, les membres de ce mouvement sont absorbés par le système, et au bout de 10 ans, de 20 ans, on retrouve finalement la question est reposée de la même manière. Donc, les militaires aujourd'hui, oui, ils disent qu'ils veulent appliquer les accords. Après, pour l'instant, je pense qu'ils sont beaucoup plus occupés à
à essayer de gérer l'équilibre entre eux et les civils, déjà à Bamako. Et ensuite, encore faut-il que les mouvements de l'Azawad eux-mêmes soient un peu plus combatifs, en tout cas demandent de manière très claire l'application des accords d'Alger. Donc, je crois que c'est là que ça se passe. Après, la France, elle veut que les accords, enfin, d'après ce qu'elle dit, en tout cas, les accords d'Alger soient appliqués. En fait, la France s'oppose aux discussions avec les terroristes, donc, comme ils disent. Et ça, pour moi, c'est une autre question, ça. Donc, ça, c'est effectivement notre débat. La question de l'Azawad, des accords d'Alger étant la préoccupation qui concerne directement l'Azawad, donc les Touaregs aussi. Et la question de discussion de l'État malien avec les djihadistes, c'est autre chose, en sachant que les djihadistes, dans leur agenda, la question Touareg n'y est pas. Donc, dans leur agenda, c'est plus islamiser ou en tout cas instaurer l'État islamique sur l'ensemble du territoire malien. Donc, ça, c'est un autre agenda dans lequel, effectivement, les Touaregs ne peuvent pas se reconnaître en tant que tels, en tout cas pas par rapport à les revendications de base, même si on peut toujours trouver des Touaregs et d'autres ressortissants d'autres communautés dans tous les mouvements djihadistes. Je pourrais poser une question à Tayoub? Oui, vas-y. En fait, j'ai 2 questions. La première, des fois, quand je lis un peu sur les événements liés à la question djihadiste dans la région sahélo-saharienne, plus précisément en ce qui concerne les Touaregs, je vois des noms typiquement berbères, hein, donc Ag, fils d'eux et tout ça, comme étant responsables d'une unité djihadiste et tout ça. Est-ce que tu penses que les Touaregs rejoignent ce djihadisme déjà, est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce qu'ils trouvent quelque chose de particulier à se joindre au djihadisme, à cette lutte-là et tout ça, ou alors c'est juste des petites brebis galeuses et tout ça? Ça, c'est la première question. Deuxième question, tu parlais de la méfiance de l'Algérie vis-à-vis des mouvements Touareg depuis les années 80, effectivement, l'histoire de l'Azawad et tout ça. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi lié à la question de la mazirité, du berbérisme, puisque en Algérie, l'État algérien a déjà ce problème avec les Kabyles et toutes les minorités berbérophones en Algérie. Et comme les Touaregs du Sud, donc de Tamanrasset et tout ça, sont des berbérophones et tout ça, est-ce que ce n'est pas lié, ça? Voilà, c'est les 2 questions. Merci pour tes 2 questions. Effectivement, ça me permettra de revenir sur des éléments importants effectivement, de cette conférence. Moi, je pense que les Touaregs ont fait, depuis 2012, la preuve qu'ils n'ont pas une adhésion idéologique au mouvement djihadiste. Il n'y a pas une adhésion idéologique. Même s'il y a de Grali est le personnage le plus connu aujourd'hui au Sahel, et qu'il a été un des leaders des rébellions du mouvement Touareg dans les années 90. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une adhésion massive des Touaregs au djihadisme. Après, il faut quand même aussi replacer les choses dans leur contexte. Quand ces mouvements djihadistes sont arrivés, ils sont arrivés dans une situation politique qui était délétère, donc où l'État malien avait du mal à régler, en tout cas à s'occuper de cette question Touareg. Du coup, effectivement, c'était très facile pour Iyad ou pour d'autres d'ailleurs de saisir un peu l'occasion de djihadistes qui avaient commencé à envahir le nord du Mali pour retrouver des alliances, pour trouver des armes, pour trouver des moyens, effectivement, de faire la guerre. Au début, je sais il y a beaucoup de Touaregs qui pensaient que leur seul moyen, finalement, de sortir un peu de l'encerclement, d'un côté, les États du Niger et du Mali, de l'Algérie qui fait un peu bloc, de la France qui étouffe un peu tout ça, la seule manière, finalement, de sortir, c'est de se tourner vers ceux qui leur proposent des armes ou vers ceux qui leur proposent d'avoir une visibilité. Il y a ces idées qui ont circulé en 2012, mais on constate quand même que parmi la population touareg, on ne peut pas dire qu'il y a une adhésion à l'idéologie djihadiste. D'ailleurs,
si cette adhésion, les Touaregs étant la communauté quand même qui est au centre du Sahara central, justement, au Sahel, s'il y avait une adhésion, les mouvements islamistes d'Al-Qaïda ou de l'autre auraient fait jonction avec ceux du Nigeria, de Boko Haram depuis trop longtemps. S'ils n'ont pas pu faire cette jonction, à mon avis, c'est aussi parce que culturellement, il y a quand même une certaine résistance de communautés, en tout cas essentiellement Touareg dans cet espace-là. Donc, pour répondre à ta question directement, je ne pense pas qu'il y ait une adhésion massive, en tout cas idéologique, à ces mouvements. Après, il y a toujours des individus, il y a toujours des personnes qui, pour des raisons X ou Y, peuvent se retrouver dans un mouvement djihadiste. Ça existe. Mais nous, ici, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout la question de fond, qui est la question politique, la question des rapports des Touaregs avec les États, la question de la gouvernance de ces États. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve assez injuste qu'on veuille dissoudre ou couvrir les mouvements Touareg, en tout cas sa revendication, un peu dans ces questions djihadistes. Ça arrange beaucoup de monde, effectivement, de faire oublier les Touaregs en ne parlant que du terrorisme ou du djihadisme, ou même de faire passer beaucoup de Touaregs, les mouvements Touaregs pour des mouvements terroristes. Mais bon, ça, c'est la limite, c'est la posture politique hein, donc qui arrange certains acteurs. Mais je crois sincèrement que quand j'observe aujourd'hui, même parmi le mouvement Touareg de l'Azawad, leur préoccupation essentielle, elle est ailleurs, elle est dans les rapports avec l'État, dans leur survie au quotidien, et ils combattent les mouvements, beaucoup de mouvements qui viennent avec des habits djihadistes ou autres, mais en sachant que les gens qu'ils combattent, ils savent essentiellement que quand ils le combattent, c'est pas vraiment des djihadistes qu'ils combattent. D'ailleurs, ce qui est très parlant dans cette question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la communauté Peul, parmi lesquels recrutent ces groupes. Et donc, quand il y a des mouvements djihadistes qui commettent des actions sur des populations Touareg, les gens dans les brousses, ils ne disent pas nous avons été attaqués par des djihadistes, ils disent nous avons été attaqués par des Peuls. Donc, et ça en dit long sur la manière dont les gens perçoivent ces questions, dans l'ordre que les gens mettent. D'ailleurs, ce qui montre un peu le caractère quand même assez dangereux, à terme, de laisser ces questions pourrir, parce qu'effectivement, ça risque de conduire à des conflits interethniques, des conflits intercommunautaires par la suite. Alors, est-ce que c'est ça qui est voulu? En tout cas, ça peut être finalement le résultat à terme de ce qui se passe aujourd'hui. Et que des gens arrivent ou essaient de régler d'autres conflits ou d'autres choses latentes derrière finalement ces mouvements djihadistes. Donc ça, c'est la première question. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins. En tout cas, il n'y a pas une adhésion massive de Touareg au mouvement en tant que tel. Donc, il y a toujours des personnes qui peuvent se retrouver dans des mouvements, tel ou tel mouvement djihadiste pour des raisons généralement personnelles. Donc, après, sur les rapports de l'État algérien et les Touaregs, bien sûr qu'il y a la question amazigh qui est aussi là. Les Touaregs étant une communauté amazirophone, enfin que l'État amazigh, que les revendications comportent, c'est quand même la mise en valeur de la langue, la reconnaissance des tifinards. Donc, d'ailleurs, pour faire une petite boutade, une petite parenthèse, sur les tifinards, je trouve que on va dire la revendication Touareg sur ces questions ne sont pas suffisamment portées, notamment en Algérie, donc par les autres communautés amazigh. Mais bon, ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas faire maintenant. Mais ça reste quand même quelque chose qui peut amener l'État algérien, ou le système algérien plus exactement, à être crispé. Donc, on sait, pour les gens qui ont vécu dans les années 70-80 à Tamanrasset ou dans les Hogars, ou même à Djennet, qu'il y a quand même une vigilance très accrue de la sécurité algérienne, du système algérien, pour limiter les contacts entre les Touaregs et les Kabyles, ou entre les contacts et les autres communautés amazigh. Et il y a cette préoccupation. Je pense effectivement que ça fait partie des choses pour lesquelles l'Algérie fait beaucoup attention aux évolutions au Niger et au Mali. Parce que si demain il y a une région autonome de l'Azawad dans laquelle la langue amazigh, la langue Touareg est enseignée, reconnue, avec une option politique très importante, avec une participation de Touareg effective à la décision politique dans ces régions, c'est là, effectivement, donnera un coup de pouce à la culture, donnera un coup de pouce identitaire
dans la sous-région. Donc, le système algérien jusqu'à présent est très frileux à ces évolutions, avec toujours, à mon avis, cette perception qui est, enfin, je sais pas, qui, à mon avis, qui n'est pas justifiée, et qui est que les Algériens, les Touaregs algériens eux-mêmes s'y réveillent et qu'ils revendiquent la même chose, c'est-à-dire une décentralisation, une autonomie, en tout cas une reconnaissance de leur spécificité dans le sud algérien. Mais je dois reconnaître quand même, quand je regarde un peu, comme maintenant tout le monde regarde tout le monde voit tout ce qui se passe à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de Touaregs algériens aujourd'hui qui prennent la parole et qui affirment leur identité amazigh et qui sont de plus en plus en contact évidemment avec les Amazirs du Nord, de la Kabylie ou du Chawi ou de Mozambique. Hein. Enfin, il y a de plus en plus de contacts et que la prise de conscience dans le Sud est quand même de plus en plus visible. C'est qui, à mon avis, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était difficile de faire parler politique le Touareg algérien. Maintenant, à mon avis, les choses ont beaucoup évolué. Parce qu'ils avaient peur ou parce qu'ils n'étaient pas conscients ou c'est dû à quoi? À mon avis, c'est dû à deux phénomènes. D'abord, je crois savoir qu'il y a très peu de Touaregs finalement qui étaient envoyés à l'école dans les années 60, 70. Il y a très peu de gens instruits. Le système lui-même quand même est très policier dans le sud algérien, après ce que j'ai compris, et que les gens ont peur, effectivement, avaient peur. Bon, ça a évolué ces dernières années. Je crois que c'est quand même assez visible qu'il y a une évolution dans le bon sens. Et qu'aujourd'hui, bon, le débat est quand même assez ouvert donc, sur ces questions. Je vois aujourd'hui du manif à Tamaracet où il y a des gens qui manifestent pour revendiquer leur identité, leur culture ou même leurs intérêts sociaux, tout ça. Donc, c'est des choses qui étaient impensables il y a quand même quelques années. Donc, il y a quand même une certaine prise de conscience, effectivement, et qui est liée au fait que, bon, il y a de plus en plus de jeunes qui sont scolarisés, il y a de plus en plus de rapports avec les autres communautés, avec le reste du monde. Ça fait partie de l'éveil, finalement, qu'on constate un peu dans toute cette sous-région. Il y a une question déjà de Abakoula. Quel rôle joue le CDEAO dans la résolution du conflit au Mali? Et puis après, tu as une question, je crois. En fait, au Mali, la CEDEAO, je pense, avait commencé à un moment donné à vouloir jouer un rôle très important, mais très vite, finalement, elle a lâché. Elle n'a plus joué de rôle sur cette question. Le seul rôle qu'elle a voulu jouer à un moment donné, c'est un rôle militaire, mais là, elle s'est rendue compte que finalement, elle n'a pas les moyens militaires de venir secourir le Mali il y a quelques années. On a parlé d'une force de la CEDEAO qui allait venir libérer Kidal ou qui allait revenir dans l'Azawad, mais finalement, très vite, je pense que les techniciens militaires, en tout cas les spécialistes de la question, ont compris que c'est peut-être pas la bonne solution de présenter les choses comme ça, et que la CEDEAO, de toute façon, n'a pas les moyens militaires, et encore moins politiques, de jouer un rôle très important. Et je crois que l'Algérie aussi et la France n'ont pas vraiment laissé beaucoup de place aussi voilà, à une structure de façon qui n'a pas brillé par sa cohérence dans ses prises de position politiques aussi. Donc, ça l'empêche, comme d'ailleurs dans beaucoup de conflits en Afrique, ça l'empêche beaucoup d'avoir un rôle visible, en tout cas un rôle important sur ces questions. Ceci dit, bon, beaucoup de pays de la CEDEAO sont dans l'administration, sont dans d'autres forces. Aujourd'hui, avec les G5 Sahel, bon, on a quand même les 5 pays concernés qui sont dans cette force du G5 Sahel, donc soutenus ou aidés par Barkhane. Et ça fait, à mon avis, une force beaucoup plus qui peut être beaucoup plus efficace qu'une force de la CEDEAO composée de pays qui sont quand même très loin de cet espace et sur les plans militaires, à mon avis qui ne peuvent pas être efficaces dans le désert pour faire la guerre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y avait un suivi de Abakoula. Ne pensez-vous pas que les Touaregs ont été ignorés par tous les pays africains? Oui, ça je le pense même très fort, que les Touaregs ont été ignorés, en tout cas au Niger et au Mali, et que je pense qu'il est bien placé pour savoir qu'au Niger et puis même au Mali, que les Touaregs sont
se sont rebellés dans les années 90, justement parce que depuis la naissance du Niger, depuis l'indépendance du Niger, bon, comme on dit, les Touaregs ont été mis à la marge quand même de la gestion de l'État du pays, à tel point qu'ils sont quand même considérés un peu comme des citoyens de seconde zone et qui sont stigmatisés comme tels. Donc ça, c'est des choses que nous avons vécues, hein, donc, et voilà, qui sont une réalité. Maintenant, peut-être ces différentes rébellions, le fait que cette question soit posée sur le plan international, et puis le fait que les États aussi ont compris qu'ils sont obligés de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine amélioration au Niger, et puis au Mali, déjà de l'image du Touareg et les autres, par rapport aux autres communautés. Parce que dans les années quand même 70, un Touareg qui circule à Niamey ou à Bamako, il est quand même très difficilement perçu comme étant un citoyen qui se promène dans ce pays. Hein. Donc, c'est très. Les autres communautés ont tendance à penser à trouver les Touaregs, à prendre les Touaregs vraiment pour presque des gens de notre pays qui viennent d'ailleurs. Donc, ça reste encore des clichés ou des choses qui sont tenaces, bon, qui ont un peu. Ça s'est amélioré, mais bon, c'est quand même ça qui a structuré un peu l'imaginaire de beaucoup de Nigériens et des Maliens. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui empêchent aujourd'hui l'avènement d'une solution politique. C'est que on pense toujours pratiquement que les Touaregs ne sont pas légitimes à diriger les pays, à revendiquer, à être des citoyens comme les autres. Et ça c'est des évolutions qui sont très lentes. Vraiment, il faut qu'il y ait déjà une pratique politique qui fasse évoluer les choses pour que les citoyens lambda puissent demain comprendre qu'un Touareg ou un Haussa ou un Bambara, bon, ça peut être malien, un Nigérien, puis voilà, on peut voir. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Pour faire une petite discrète digression, quand on voit les tensions qui existent aujourd'hui au Niger sur la candidature à la présidence d'un candidat qui est issu de la communauté Mor, enfin de la communauté Tinclair, comme on dit là-bas, ça montre un peu la persistance de ces clichés-là. Des clichés qui fait que bon, on a une idée très, très limitée de ce que peut être un Nigérien ou un Malien. Donc, et puis, bon, un Touareg de Kidal, jusqu'à longtemps, quand il se promène à Bamako, je ne suis pas persuadé qu'il soit aperçu par son concitoyen Bambara comme étant citoyen au même titre que lui. Et ça fait partie des évolutions qui mettent du temps à se faire. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique des États d'évoluer eux-mêmes, en tout cas de faire évoluer les rapports qu'ils ont avec les différentes communautés. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les questions de gouvernance que moi j'ai défini toujours comme étant l'équilibre nécessaire entre les différentes communautés dans la gestion de la gestion de l'État, de la gestion de la chose publique. Je peux intervenir, Monique? Oui, vas-y. Oui, merci à Taïou pour ton exposé très instructif sur une question politique qui ne manque pas de complexité, qui fait intervenir les États de la région, l'État nigérien, le malien, algérien, libyen, et parfois même des États un peu lointains. J'ai su récemment que, bon, je pense que le Qatar ou les Émirats aussi interviennent d'une façon bon, à soutenir certains réseaux islamistes dans la région. La question de l'Algérie, bien évidemment, tu l'as très bien souligné, elle est évidemment elle est centrale dans cette région. Mais je pense que l'Algérie, depuis l'affaire de Tigre-Tourine, a perdu de son influence dans cette région depuis, je pense, 2013. La question de l'intervention de l'Algérie, elle s'est posée il y a plusieurs années, et je sais que l'on sait maintenant que la France a fait pression. Pas fait pression en tout cas, mais en tout cas, elle a sollicité l'intervention d'Algérie à travers les quelques émissaires qu'elle a envoyés, notamment Raffarin, et celui qui a fait beaucoup de travail, c'est Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, François Hollande n'ont pas cessé d'attirer l'attention d'Algérie sur cette question bon, du conflit au Sahel, dans le Sahel, et de demander à l'Algérie d'intervenir militairement. Mais l'Algérie, enfin, les autorités algériennes se sont opposées pendant longtemps. Et je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, il y a eu des négociations en ce qui concerne cette nouvelle constitution. Ça doit être un deal, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est simplement une analyse. La dernière révision de la Constitution
autorise l'une des dispositions, je pense que c'est l'article 91, autorise maintenant le président de la République à envoyer la troupe. Et ça, je pense que ça a été négocié avec les autorités françaises dans ce conflit du Sahel. Le deuxième point que je souhaite relever dans le cadre, dans la position de l'Algérie et la difficulté à cerner exactement cette position, je crois que tu l'as très bien souligné, c'est un État très, très jacobin, très centralisateur, qui ne reconnaît pas la différence. La question touareg est une question qu'elle réprime, au même titre que la question mouzabite, au même titre que la question berbère soulevée notamment dans le nord par la Kabylie. Donc elle n'est pas sensible à cette question, elle la traite en creux. Elle n'est traitée qu'en creux. Les efforts diplomatiques et financiers sont concentrés sur l'affaire du Front Polisario et d'autres conflits. La question touareg, c'est une question qui est perçue et qui est représentée par les dirigeants algériens comme une menace à la cohésion sociale, comme une menace à l'unité nationale. Dans les États jacobins, la différence est réprimée. Et donc, cette question-là, elle est traitée, mais d'une façon sécuritaire. L'Algérie n'apporte pas de solution politique, parce que la vraie solution, c'est d'évoluer vers des États, et je crois que tu l'as si bien dit, fortement décentralisés, c'est-à-dire soit des États régionalisés ou des États complètement à structure fédérale, pour permettre aux entités ou communautés ethniques et culturelles de s'établir dans des espaces, etc., et de s'autogérer, quitte à créer ensuite des confédérations d'États ou des fédérations d'États. Ça, c'est pratiquement un problème au moyen long terme qui risque de s'étaler dans le temps. Mais fondamentalement, en ce qui concerne la France, c'est un objectif immédiat. C'est-à-dire que son intérêt, il se limite à la question sécuritaire dans la région. Il y a à protéger certains biens, notamment au Niger, il y a Total, il y a quelques entreprises importantes qui exploitent des richesses, donc il faut protéger cela. Mais il n'y a pas une réflexion profonde pour stabiliser sérieusement cette région en reconnaissant ses différences, en reconnaissant que les États sont aujourd'hui incapables de répondre à des situations un peu complexes, puisque on parle Peul, on parle Bambara, on parle Touareg, Timicha, on parle, etc. Et ça, c'est nouveau. La France n'est pas outillée pour traiter des problèmes qu'elle n'a pas résolus en France. C'est un pays qui a laminé ses langues régionales. C'est l'un des rares pays en Europe qui a laminé complètement ses langues régionales. Donc, elle ne comprend pas ces questions quand elles se posent ailleurs. On a l'habitude de décider, le président de la République centralise tout. Et donc, la France est mal outillée pour comprendre des situations telles que celles que tu viens de décrire. Merci. Merci à toi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une autre question de Jack. Voilà. Alors, lui, il dit, est-ce que les peuples du Mali et du Niger ont des ambitions de plus grande autonomie vis-à-vis de leur gouvernement, comme les Touaregs, alors même qu'ils doivent représenter un pourcentage supérieur de la population que les Touaregs. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question. Oui, enfin, je ne sais pas si... D'abord, bon, je ne sais pas si les Peuls, au Niger, en tout cas, leur nombre, enfin, nombre, en tout cas, ils ne sont pas plus nombreux que les Touaregs. Donc, au Mali, je ne sais pas, mais en tout cas, au Niger, ce n'est pas le cas. Mais les Peuls étant une communauté, effectivement, qui s'étend aussi sur plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et ces dernières années, les mouvements Peuls, finalement, c'est beaucoup illustré dans ses rapports avec les communautés Dogon au centre du Mali. Hein, donc aujourd'hui, c'est plus là qu'on parle d'eux, dans la région du Massina. Et là, effectivement, derrière les mouvements djihadistes dans lesquels ils seraient, en tout cas, ils sont identifiés comme étant une des communautés parmi lesquelles les mouvements djihadistes recrutent le plus. Et les Peuls, derrière, donc ces mouvements, on va dire,
islamistes ou djihadistes ont effectivement envie aussi d'être connus, notamment sur cet espace du Massina, donc qu'ils estiment être les leurs, et avoir d'autres rapports, en tout cas faire évoluer les rapports qu'ils ont avec l'État malien. Dans le cas du Niger, la question ne se pose pas, ne s'est pas encore posée, en tout cas, je ne sais pas si elle va se poser, en tout cas, mais il existe quand même une tendance aujourd'hui des peuples aussi à vouloir se regrouper et à vouloir prendre conscience finalement de leur importance numérique, du fait qu'ils soient sur plusieurs pays et qu'ils ont envie de faire valoir en fait leurs droits en tant que communauté, en tant que peuple dans ces espaces. Je ne sais pas quelle dimension ou quelle nature ça peut prendre dans tel ou tel État. En tout cas, au Mali, il y a cette question du Massina dont on parle de temps en temps, mais qui est aujourd'hui complètement couverte par la question djihadiste, parce qu'aujourd'hui, on perçoit les Peuls comme étant la communauté qui recrute le plus de Peuls, qui recrute surtout les Peuls. Et je crois savoir qu'effectivement, derrière ça, il y a aussi une préoccupation purement politique nationale traditionnelle. Donc, les années qui viennent, effectivement, nous en apprendrons plus, hein, mais je crois que sur la base, il souffre effectivement peut-être d'une absence de reconnaissance aussi au Mali. Au Niger, c'est moins vrai, mais ça peut aussi... il y a quand même une proximité entre le Peul, les Touaregs et les Maures, les trois communautés qui sont présentes dans cet espace et qui sont effectivement toutes plus ou moins stigmatisées pour telle ou telle raison d'ailleurs dans la région. Stigmatisées d'abord par les États, parce que moi je parle toujours des rapports entre les États et les communautés, parce que je considère que quand il y a des conflits, même entre les communautés, c'est très souvent des conflits qui sont attisés par les États eux-mêmes, en tout cas par les tenants du pouvoir, pour faire échapper un peu à leurs responsabilités. Généralement, c'est comme ça que je les perçois, en m'appuyant un peu sur ce qui s'est passé au Mali dans les années 90, où les tenants du pouvoir du système de l'État malien ont créé artificiellement un conflit entre les Touaregs et les Songhai, justement pour faire diversion, pour que l'armée et l'État ne répondent pas finalement des exactions qu'elle avait commises contre les populations civiles Touareg et Maures du nord du Mali. Donc, il y a toujours cette tendance de l'État, de ces États à créer des milices ou à créer des groupes militaires, paramilitaires, pour après créer des tensions intercommunautaires, comme si l'État devait juste se donner le beau rôle de servir d'arbitre entre les communautés. D'ailleurs, tous les conflits, enfin de toutes les milices, tous les conflits intercommunautaires qu'on connaît dans ces espaces, il y a souvent la main de l'État quelque part. Ok, merci. Alors, il y a je ne sais pas si c'est une question de Mohamed Ali Agui Ahmed. Les Peuls comme les Touaregs souffrent énormément des amalgames et ont beaucoup perdu des leurs, ce qu'ils ne pardonneront pas au Mali. Les Peuls sont dévastés. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou c'est juste... Non, c'est plus un commentaire, je pense, parce que... Je pense que tout peut nous apporter plus d'éclaircissement. C'est plus qu'un commentaire, parce que probablement ce que les Peuls sont en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que les Touaregs connaissaient déjà depuis des décennies, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a tellement c'est-à-dire que les États sont tellement, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pas capables de gérer des petites questions, même à plus forte raison des grandes questions, que finalement la seule réponse qu'ils ont, c'est de réprimer, c'est de détruire, et puis finalement ça donne l'effet contraire, parce que au lieu de régler des questions, comme ils pensent les régler par la force, finalement ça crée d'autres problèmes à d'autres échelles, et finalement auxquels ils ne pourront jamais faire face. C'est ce qui est arrivé avec les Touaregs au départ depuis des décennies. C'est ce qui est en train d'arriver avec les Peuls, et probablement ça va faire son chemin. Moi, je suis presque certain que pour les Peuls aussi, ça va faire le chemin. Pour le moment, ça ne se structure pas beaucoup comme des mouvements qui revendiquent quelque chose, mais ça va cheminer vers cela.
à un certain moment, ils vont finir. Je pense même qu'à certaines échelles, ils commencent déjà à réfléchir les choses parce qu'ils sont tellement, ils vivent tellement des injustices maintenant chez eux que finalement, ils se demandent, ils se questionnent aussi sur leur rapport avec l'État, tu vois. Donc, on va voir. Ouais, de toute façon, je pense que l'enjeu, effectivement, en fait, pour ces États et puis pour la communauté internationale, c'est d'accepter cette réalité. Les peuples, effectivement, souffrent beaucoup aujourd'hui, donc découvrent beaucoup, effectivement, ce que les Touaregs ont vécu depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Mais bon, moi, je pense toujours que malheureusement, ces États, le Niger et le Mali, auront du mal, ne sont pas capables par eux-mêmes, encore une fois, de mettre en place des espaces de débat qui permettront de trouver des solutions pérennes, de trouver des solutions de fond à toutes ces questions nationales. Parce qu'il faut déjà qu'ils sortent des clichés. Ce que disait tout à l'heure Tahar, c'est le fait que l'État jacobin, enfin, ils ont du mal déjà à penser et à gérer la diversité. Et tant que nos États ne comprennent pas que finalement, on ne peut pas gérer un État comme ça composé d'une dizaine de communautés avec des cultures, des langues, même une histoire parfois, donc, qui peut avoir d'autres prolongements. On ne peut pas les faire uniquement en s'y fixant ou en appliquant un système français jacobin bon, qui a été conçu, en tout cas qui vient de loin et qui est né d'une autre histoire. Et ça, nos États ont du mal finalement à réaliser cela et puis à en tenir compte. Et c'est ça qui fait qu'on tourne en rond dans ces pays. L'État du Mali, aujourd'hui, bon, est complètement désorganisé. Je ne sais pas si les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui seront capables de relancer une nouvelle dynamique, en tout cas sur la refondation de l'État, c'est le terme qui est consacré là-bas. Mais la refondation de l'État, est-ce que cet État ira jusqu'à reconnaître finalement sa diversité et à trouver un système de gestion beaucoup plus approprié? À mon avis, ce n'est pas encore gagné ça. Et ça va être une leçon pour les Niger, parce que beaucoup de gens pensent que les Niger, c'est différent. Évidemment que par rapport en tout cas à la question de Touareg, effectivement, la réalité est un peu différente, dans le sens où au Niger, nous n'avons pas un espace où on peut dire que voilà, les Touaregs vivent dans cette région. C'est tous les Niger qui est un pays Touareg en réalité. J'ai dit souvent quand j'ai fait des conférences que c'est finalement les Niger qui correspond à ce qu'est l'Azawad au Mali. C'est-à-dire par rapport au mélange de différentes communautés, parce que les Touaregs sont partout, ils cohabitent avec d'autres communautés partout, dans toutes les régions du Niger, et que la question qui se pose dans l'Azawad, finalement, se pose dans tous les Niger. Donc, c'est pour ça que les deux questions sont finalement différentes. Au Mali, il y a deux entités. Il y a vraiment l'Azawad et le Mali du Sud, qui ne demandent qu'à être fédérés dans un État fédéral et que le tour est joué. Mais bon, après, encore faut-il que les Maliens le veuillent et que la communauté internationale, surtout, fasse pression pour que ça se fasse. Et ça, bon, ça sera évidemment avec difficulté parce que bon, les gens n'ont pas l'habitude finalement de se prendre en charge, de gérer leurs trucs, mais bon, c'est quand même par là que, à mon avis, ça passera. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez dire, il se fait tard, mais est-ce que vous pouvez dire un mot sur les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains qui se passent dans ces régions où les djihadistes sont certainement liés, mais où il y a aussi des complicités? Et est-ce que c'est un facteur important qui peut mettre beaucoup de grains dans les mécanismes? De toute façon, dans les situations, le Sahara déjà a toujours été un espace de trafic. Donc, ça a toujours été. Avant, c'était le trafic du sel, le trafic de tout ce que vous voulez. Le commerce, en tout cas, caravanier, était aussi souvent doublé de trafic de tout genre. En tout cas, c'est un espace de commerce, finalement, entre le bassin méditerranéen, entre le nord et le sud, entre l'Afrique au sud du Sahara. Ça a toujours été le cas. Donc, avant, c'était à dos de chameau, c'était des. Maintenant, c'est différent. Aujourd'hui, les trafics les plus connus dans les années 70, dans les années 80, ça a été les trafics de cigarettes, des trafics d'électroménager, enfin tout ce qu'on peut trouver comme trafic. Après est arrivé les trafics de drogue, les trafics d'armes qui, lui, va toujours avec les conflits qui existent. La conflictualité qui est née déjà avec la question du Sahara occidental, avec la question du Tchad, déjà dans les années 70, les années 80. Effectivement, tout ça a rendu possible le trafic d'armes
à tel point qu'aujourd'hui, bon, finalement, c'est le trafic le plus courant, le plus banalisé, finalement, dans cette région, et qu'on ne se pose même plus la question. Et la drogue va avec. Bon, la drogue, là, c'est des canaux apparemment beaucoup plus sophistiqués, qui ont leur chemin, qui sont beaucoup plus contrôlés, dans lesquels, effectivement, on retrouve de complicité à tous les niveaux des États. Il a été démontré que tous ces États, à des niveaux très importants, sont impliqués dans tous ces trafics. C'est ça la réalité. Et que localement, finalement, il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça, donc qui travaillent là-dedans. Et ça a l'air d'arranger finalement pleinement beaucoup de gens. Donc du coup, c'est très difficile aujourd'hui de se mettre ça comme objectif, en tout cas, de réduire ça ou d'y mettre un terme. Et ils seront peut-être canalisés, réduits les jours où les populations locales elles-mêmes auront un mot à dire sur leur sécurité et géreront leur espace. C'est-à-dire qu'elles pourront limiter un peu les dégâts, limiter en tout cas l'impact de ces trafics sur la vie de la population, sur la sécurité des États. Mais bon, encore faut-il que les États acceptent, encore une fois, de donner un peu plus de marge aux communautés pour les aider à défendre leurs frontières. Merci. Merci. Alors, il y a une dernière question de Jacques Berthelot. Alors, je lis. Interférence entre les dégâts du changement climatique et le manque de ressources fourragères pour les éleveurs Peul et Touareg, et les conflits avec les agriculteurs, d'où les problèmes du Nigeria et la prise en otage des 500 garçons dans la région du président Mahamadou Buhari. Voilà. Oui, ça c'est plutôt une observation. Oui, effectivement, il y a cette question. En fait, les conflits entre les éleveurs et les pasteurs sont des conflits, et les éleveurs et les agriculteurs, c'est des conflits qui sont récurrents, qu'on connaît, qui existent toujours, entre les Peuls, les Hausa, entre les Touaregs et d'autres. Vraiment, c'est des conflits qu'on trouve un peu partout, ça, qui sont même intercommunautaires, dans la même communauté. Et il peut arriver que des gens, parce qu'ils n'ont plus d'animaux, parce qu'ils n'ont plus se mettent à faire de l'agriculture, du coup à créer, dans des questions pastorales, à créer des situations où ils se mettent en conflit avec d'autres qui ont encore des animaux. Donc le conflit entre agriculteurs et éleveurs, c'est un conflit finalement qu'on retrouve dans toute cette bande sahélienne. Après, c'est aux États de gérer justement les espaces et de savoir finalement comment pacifier cela, mais je constate effectivement qu'aussi bien au Nigeria, au Niger, même au Mali, ou même au Mali, entre les Peuls et d'autres communautés, c'est des conflits qu'on voit tout le temps, ça. Donc, qui relèvent vraiment beaucoup plus de la gestion des espaces, la gestion des terres. Et là, effectivement, encore une fois, ça c'est à l'État de voir un peu où mettre les curseurs pour que chaque communauté puisse se donner à son activité ou vivre, tout simplement, dans les respects de l'autre communauté voisine qui pratique un autre mode économique. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et effectivement, ça fait partie des choses qui rajoutent aux tensions dans ces espaces, dans ces régions. Après, bon, à mon avis, ça, c'est des questions, effectivement, qui sont liées. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu comme l'histoire des trafics de tout à l'heure. C'est des questions que les gens peuvent gérer dès lors qu'on leur donne un peu la possibilité de s'occuper eux-mêmes de leur cohabitation, de leur coexistence et des rapports qu'ils ont les uns avec les autres. Alors, je crois que là, il n'y a plus de questions. De toute façon, on est presque à 21h. On va peut-être terminer. Je ne sais pas si tu veux conclure. Je vois qu'il y a une question de Bakoula dans mon cas sur où ça c'est en privé, donc il me pose la question il m'a fait rappeler ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de Libye, où j'espérais que quelqu'un me pose la question donc là il me l'a fait moi, donc du coup je la partage avec tout le monde. D'accord. Je pense qu'effectivement c'est une très bonne chose de soulever cette question parce qu'en Libye, les Touaregs effectivement vivent aussi une question très difficile, parce que dans le sud libyen, dans la région d'Oubali, dans la région de Sabha, ou d'Herat, c'est des régions où vivent des communautés Touaregs. Certaines communautés sont libyennes depuis avant la création de l'État libyen, et d'autres, c'est des gens dont les parents sont arrivés dans les années 60, dans les années 70.
Effectivement, aujourd'hui, ça fait une communauté très importante. Malheureusement, à l'époque de Kadhafi, Kadhafi n'a jamais voulu reconnaître ces gens comme des citoyens libyens. Contrairement à ce qu'il fait à d'autres personnes qui viennent de l'autre côté, qui viennent de Tunisie ou d'Égypte, qui sont pratiquement systématiquement considérés comme libyens, en tout cas, qui arrivent à être naturalisés de manière pratiquement automatique. Ceux qui viennent de l'autre côté du Sahara, enfin, de la Libye, il y a des gens qui sont nés là-bas, qui ont 25 ans, 30 ans, même 40 ans, et qui ont toujours du mal à se faire accepter, à se faire comme libyens. Et cette injustice, malheureusement, la Libye n'a pas été encore capable de la régler depuis la mort de Kadhafi. Et ça reste encore. Et cela ne les empêche pas justement de s'enrôler, de se faire enrôler dans les milices, même dans l'armée libyenne. Et ils ont combattu pour l'État libyen. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée libyenne, mais il y a quand même cette question de reconnaissance de la citoyenneté de ces gens comme libyens à part entière. Nous, l'UDTR a essayé à un moment donné, juste avant le confinement, là, donc. C'est ce que Bakoula m'a rappelé là, donc d'organiser un petit rassemblement à Paris pour essayer justement d'attirer l'attention des médias, de la communauté internationale sur cette question en Libye. Et malheureusement, ça reste une question d'actualité. On n'a pas pu faire ce rassemblement parce qu'il est tombé juste pendant le confinement, enfin le premier confinement. Mais ça reste une question d'actualité et qui, malheureusement, la Libye n'arrive pas à solutionner. Et là, on a, même ici, hein, donc on a des jeunes qui sont nés là-bas, qui ont 30 ans, 40 ans, et qui ne sont toujours pas libyens. Il y a malheureusement beaucoup qui sont morts pour la Libye, là-bas, et qui sont morts comme pratiquement des inconnus, comme des mercenaires, parce que l'État libyen n'a pas reconnu leur citoyenneté libyenne. Donc, il reste la question des Touaregs, évidemment. Après, il vient la question de la reconnaissance identitaire des Touaregs et des autres Amazirs en Libye. Là, j'ai rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Algérie, parce qu'on a la même configuration. Donc, on a là une récrispation de l'État libyen, en tout cas des autres Libyens, finalement, a déjà accepté la diversité, a accepté finalement la composante amazigh de manière pacifiée, sans tabou. Ça fait partie, à mon avis, des questions que les autorités libyennes traitent, ou en tout cas doivent traiter s'ils veulent arriver à refonder ou à recréer un État libyen qui serait un État dans lequel tout le monde se reconnaîtrait. Ça fait partie des challenges, en tout cas des défis qui sont lancés à tous ceux qui veulent reconstruire un État libyen viable. Ok, merci beaucoup. En tout cas, normalement, on va organiser une conférence, une visioconférence sur la Libye. On attend juste que Moussa Halim nous dise quand est-ce qu'il serait disponible. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux faire conclure à Tayoub. Moi, de toute façon, d'abord, effectivement, cette conférence, ça m'a permis un peu de reprendre un peu cette question, donc cette question de la place des Touaregs au Sahara central et au Sahel, comme étant une question, encore une fois, une question centrale, une question qui malheureusement aujourd'hui est délaissée, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs de ces questions-là qui parlent de la gouvernance, qui parlent des problèmes fondamentaux qui ont toujours existé entre les communautés sahélo-sahariennes et les États. Et je pense que bon, là, ça nous a permis effectivement de faire d'avoir un échange autour de ça. Et je crois fortement qu'il ne peut pas y avoir de stabilité ni de sécurité au Sahara central sans que les Touaregs soient associés finalement à la gestion de cette problématique. Et cette gestion, elle se fera dans chaque pays, à travers leur pays, à travers leurs armées, à travers la participation à la politique de leurs États. Et je crois vraiment que c'est là que se trouve la clé du problème. Encore faut-il que la communauté internationale prenne conscience de cette réalité et qu'elle accompagne les États justement à aussi en prendre conscience et à trouver des solutions politiques, parce que tout ce qui se joue au Sahara central et au Sahel, c'est d'abord des questions politiques, c'est d'abord des problèmes politiques avant d'être des questions sécuritaires. Eh bien, merci beaucoup à Tayoub pour cette conférence qui nous a permis quand même alors pour un certain nombre de ceux qui sont présents ici, ils ont déjà participé à des conférences où tu as déjà parlé des Touaregs et de la place des Touaregs, mais ça nous a permis quand même
mettre à jour nos connaissances et surtout de la situation actuelle. Alors, cette visioconférence sera disponible sur le site de Forsam. Je pense que d'ici lundi, elle sera disponible. Du coup, ceux qui n'ont pas pu assister à cette visioconférence, ils pourront la visionner. Et ceux qui veulent la revisionner, bien sûr, ils pourront aller sur le site de Forsam. Je sais que j'ai reçu des mails d'un certain nombre qui n'ont pas pu venir, qui ont demandé le lien. Du coup, je vais envoyer le lien, mais surtout, je vais envoyer le lien sur le site de Forsam. En tout cas, toutes les conférences qu'on organise, elles sont, en tout cas celles qui sont filmées, elles sont sur le site de Forsam. Alors, juste quelques infos sur les prochaines conférences de Forsam. Alors, normalement, on organisera une conférence très intéressante aussi sur les Kurdes avec Hamid Bouzarslan. Normalement, peut-être courant janvier ou début février. On aura aussi une conférence sur la situation, sur la situation au Yémen et l'Arabie Saoudite, avec Daï, j'ai oublié le nom. Enfin, en tout cas, c'est une chercheuse spécialisée de l'Arabie Saoudite. Voilà. Après, il y aura d'autres conférences encore, hein. Mais en tout cas, toutes ces informations-là sont disponibles sur le site de Forsam. Et ceux qui sont inscrits sur la liste de diffusion de Forsam, bien sûr, ils recevront à chaque fois des invitations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Encore un grand merci à Tayoub et merci à vous. Et à bientôt. Merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour échanger autour de cette question importante. Voilà. Merci. Et bien sûr, un grand merci encore à Monique. Voilà, ouais, merci pour l'organisation, oui, effectivement. Voilà. Encore un grand merci, Monique. Voilà, merci. Et allez, merci, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.